Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Monsieur Ba et je suis là pour vous présenter une leçon qui porte sur l'humanisme. Alors, donc, l'humanisme est donc un courant, comme ça, qui voit le jour à partir du XVIe siècle en France, mais un peu partout aussi en Occident. Mais pour pouvoir parler de l'humanisme qui est un courant, il va bien falloir présenter le contexte dans lequel, effectivement, ce courant a vu le jour. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de parler de ce que l'on appelle la Renaissance. Alors, la Renaissance, comme justement la composition du mot le laisse deviner, est composée de deux éléments. Il s'agit du préfixe re et donc du radical naissance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par renaissance? La renaissance est une révolution, si vous voulez, mentale, morale, culturelle, une révolution de grande envergure qui commence, n'est-ce pas, précisément en Italie, dans la capitale italienne de l'époque qu'on appelle la Rome. Donc, la Rome est précisément l'endroit, le lieu où le phénomène de ce qu'on appelle la Renaissance va prendre forme, précisément au XIVe siècle. Donc, c'est durant cette période précisément que ce que l'on appelle la Renaissance prend forme à Rome. Donc, vous avez à retenir trois notions. La notion de Renaissance, Rome, la capitale, n'est-ce pas, de l'Italie à l'époque, et la période précisément le XIVe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément à Rome durant cette période? Durant cette période, le peuple, n'est-ce pas, romain, avait constaté qu'il avait vécu pendant de longues années, pendant de longs siècles, de la même manière, qu'il avait les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes manières de faire. Et à un certain moment, il fallait nécessairement passer à autre chose. Parce que vous ne pouvez pas ne pas le savoir, quand on répète plusieurs fois, pendant plusieurs années, pendant de longues années, les mêmes choses, on a envie aussi d'évoluer et de tester d'autres manières de faire et d'agir. Et c'est précisément ce qui va arriver, n'est-ce pas, au peuple romain à partir du XIVe siècle. Donc le peuple romain, à partir du XIVe siècle, décide justement de procéder à une renaissance. Parce que ce peuple estimait que, précisément, cette manière de vivre qui était devenue monotone, langoureuse, devait en tout cas évoluer et permettre à ce peuple de vivre autrement, de vivre de nouveaux rêves. Et c'est donc en ce moment que va prendre forme ce qu'on appelle le phénomène de la Renaissance. Ce phénomène de Renaissance, évidemment, va toucher tous les domaines de la vie. Ça va s'exprimer au plan culturel, dans les arts et les lettres, au plan religieux. Donc pratiquement aucun domaine de la vie, aucune activité ne sera épargnée par cette révolution mentale qui prend forme à partir, n'est-ce pas, du XIVe siècle à Rome. Et donc, cette révolution qu'on appelle la Renaissance va aussi s'étaler sur beaucoup d'autres pays européens. Nous, précisément, pour ce qui concerne l'étude de l'humanisme, le pays qui nous intéresse principalement, c'est la France. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le phénomène de la Renaissance qui prend forme à Rome à partir du XIVe siècle va se développer vers d'autres pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Et donc, pour ce qui concerne la France, il faut comprendre qu'il y a un roi qui, au XVIe siècle, en France, n'est-ce pas, ce roi qui s'appelait François, donc, Ier, ce François Ier-là va jouer un très grand rôle
dans la diffusion de ce qu'on appelle l'esprit de la Renaissance, n'est-ce pas, en France. Parce que c'était un jeune roi qui avait beaucoup d'ambition pour son peuple et qui pensait que tout ce qui est bien pour le peuple français devait être en tout cas importé et diffusé à travers la France pour le peuple français, pour la société française. Donc François Ier va jouer un grand rôle. Mais aussi, un grand rôle sera joué dans la diffusion de la Renaissance par les voyageurs, par les intellectuels qui voyagent d'un pays à un autre, qui allaient à Rome et qui revenaient. Donc ces voyageurs-là, ces intellectuels, n'est-ce pas, qui faisaient des mouvements entre les deux pays, vont jouer un grand rôle dans la diffusion de ce qu'on appelle l'esprit de la Renaissance en France, mais à partir du XVIe siècle. Donc si vous me suivez bien, vous vous rendrez compte que le phénomène de Renaissance qui prend forme à Rome au XIVe siècle va prendre encore 2 siècles pour se diffuser à travers les autres pays européens, y compris la France qui nous concerne précisément pour cette leçon. Alors, et maintenant le phénomène de l'humanisme dans tout ça. Mais justement, il a fallu que cette révolution, n'est-ce pas, générale, qu'on appelle la Renaissance, se diffuse en France pour qu'il y ait un autre phénomène qu'on appelle justement l'humanisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanisme est un mouvement. Et c'est là un peu la différence entre l'humanisme et la Renaissance. Si la Renaissance doit être perçue comme une révolution mentale, l'humanisme, en ce qui le concerne, doit être perçu comme un mouvement, comme un courant de pensée, comme justement un ensemble de valeurs que le peuple français va développer à partir, n'est-ce pas, de la diffusion de la Renaissance au cours du XVIe siècle. Donc l'humanisme est un mouvement qui va être généré, qui va prendre forme à partir même de la diffusion de la Renaissance. Il a fallu donc que le phénomène de la Renaissance soit diffusé en France, que les Français entrent dans cet esprit de Renaissance-là pour qu'il y ait un autre mouvement, justement, qu'on appelle l'humanisme. Donc l'humanisme est un courant de pensée qui repose, n'est-ce pas, sur le principe, donc, sur le principe selon lequel l'homme doit être maître et possesseur de la nature. Alors, donc cette formule que je viens de mettre au tableau résume justement toute la philosophie de l'humanisme. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la notion d'humanisme est formée à partir du mot homme. Donc l'homme est au centre, n'est-ce pas, des préoccupations de ce qu'on appelle l'humanisme. Être humaniste, c'est quoi? C'est tout simplement croire que je suis une créature qui a de la lumière en elle, qui a une intelligence et qui donc doit être capable d'arriver à bout de tout. Donc un humaniste, c'est quelqu'un qui pense qu'il détient les moyens, le pouvoir, la puissance nécessaire pour pouvoir aller à la conquête du monde. Donc c'est ça qu'il faut comprendre de façon synthétique par la notion, n'est-ce pas, d'humanisme. Donc l'humanisme est un phénomène qui va mettre l'homme au centre du monde et essayer de lui donner les pouvoirs et les moyens pour aller à la conquête du monde. Parce que pendant très longtemps, c'était la situation inverse qu'on constatait. L'homme était trop grand pour l'homme était trop petit pour le monde et le monde était trop grand pour l'homme. Il fallait maintenant à un certain moment que les rapports entre ce que l'on appelle l'homme et l'univers soient inversés. L'homme ne doit plus être l'esclave de l'univers, mais ça doit être le contraire. Mais pour arriver à dominer l'univers, pour arriver justement à conquérir l'univers, à lui imposer son empreinte, il fallait nécessairement que l'homme, n'est-ce pas, règle un certain nombre de préalables. Alors ces préalables-là, c'est quoi? C'est tout simplement la conquête du savoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'est pas possible, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du monde, de le dominer et de le soumettre sans d'abord
préparer le terrain. Et préparer le terrain dans ce contexte précis, c'est quoi? C'était aller à la conquête du savoir. Nous savons très bien que toutes les grandes conquêtes du monde ont commencé par de la théorie, ont commencé par des réflexions. Et c'est justement ce que les hommes, les intellectuels, les savants de ce siècle-là, 16e en France, ont compris. Ils ont compris que pour aller à la conquête du monde, il fallait nécessairement aller à la conquête du savoir, il fallait aller à la conquête de ce qu'on appelle les connaissances. Donc la connaissance, justement, qui est représentée ici par le savoir, la connaissance est un élément clé pour celui que l'on appelle l'humaniste au XVIe siècle. Donc, aller à la conquête du savoir à l'époque, c'était quoi d'abord? Parce que le savoir ne pouvait pas se conquérir de façon justement paresseuse. Il n'y a pas de paresse dans la conquête du savoir. Il faut se donner les moyens d'aller à la conquête de ce savoir-là. Et nous savons aussi qu'au XVIe siècle, les savoirs essentiels étaient consignés, c'est-à-dire étaient représentés à travers des livres. C'est aujourd'hui qu'on a des problèmes avec les savoirs qui sont consignés dans les livres, mais au XVIe siècle, les grands savoirs étaient représentés, ou bien en tout cas étaient inscrits dans des livres. Alors ces livres-là, il fallait les lire. Donc, celui que l'on appelle l'humaniste, ou bien en tout cas le peuple de l'humanisme, à l'époque, c'est un peuple qui pensait que pour aller à la conquête du monde, il fallait d'abord aller à la conquête du savoir, c'est le premier préalable. Mais ce savoir-là, puisque ce savoir était inscrit dans des livres, il fallait savoir les lire. Et donc, l'essentiel des savoirs qu'on trouvait dans les livres au XVIe siècle était écrit dans deux langues qu'on appelle, n'est-ce pas, le latin et le grec.